comment on pourrait situer ce film? Je ne sais pas, Bernard, si je vous posais la question? Ben, écoutez, comparé aux autres vidéos qui se tournaient à l'époque au vidéographe, qui étaient juste ici sur la rue Saint-Denis, il faut rappeler que le vidéographe, c'était un projet initié par l'Office national du film qui permettait à des jeunes gens et des jeunes filles, vous voyez l'époque, de faire leur premier film en toute liberté. Alors, comparé à ce qui se faisait au vidéographe là, moi je suis frappé par les qualités de cinéma. C'est croche. L'équipement, le travail de son, mais quand même, il y a un travail de son, il y a un travail de montage qui est loin au-dessus de ce qu'on pouvait trouver dans la plupart des productions qui se faisaient au vidéographe à l'époque, dont les miennes. Et ça dépasse de beaucoup un travail scolaire à ce moment-là. Oui, ça dépasse de beaucoup le travail scolaire. Et d'ailleurs, dans le livre qui est publié aujourd'hui, on sent... malgré les contraintes scolaires du mémoire de maîtrise, on sent l'homme politique, l'artiste. Et non, c'est ça. Falardeau est déjà complètement là. Oui, ben, Céline, j'ai oublié de mentionner que vous signez la postface du livre Continuons le combat. Puis j'ai lu que vous avez notamment souligné les espèces d'appels qu'on a au début du film. On entend Québec libre, SOS FLQ, comme une manifestation qui se déroule en arrière-plan. Vous soulignez notamment cela dans votre postface. Est-ce à dire que pour vous, c'est clairement une œuvre politique dès le départ, que Pierre Falardeau veut situer son travail dans une optique assez militante déjà? Oui, tout à fait. Mais en fait, dans mon mémoire, je le voyais aussi à l'époque, je l'ai reformulé un peu je l'ai reformulé beaucoup avec un peu de distance critique là, dans la postface, mais je crois que l'essentiel de l'œuvre de Falardeau est déjà là, dans le mémoire qu'il fait. Oui, on entend les cris SOS et du début, puis on appelle à la fin à continuer le combat finalement. Mais au fond, l'œuvre de Falardeau, c'est un constat que j'ai fait en revoyant dans le cadre de la rédaction de la postface. L'œuvre de Falardeau traite surtout des rituels dans la société québécoise qui empêchent justement les Québécois de vouloir prendre en main leur destin collectif, de devenir sujet de leur avenir finalement sur le plan politique. Donc ça, c'est un rituel. Donc le film est rempli de rituels. Les rêves d'aller à Disney, de gagner la loterie, les soirées dans les tavernes où les ouvriers pleurent leur désarroi, puis chialent contre le patron anglophone, puis en buvant de la Molson. Et le lendemain, ils retournent travailler. Donc, au fond, l'œuvre de Falardeau est surtout, à mon avis, remplie d'exemples de rituels dans la société québécoise, même si on retient surtout les octobre et 15 février. Mais à mon avis, c'est des exceptions dans l'œuvre. Ça, j'y reviendrai. C'est une question que je trouve intéressante. Comment caractériser ces œuvres, à savoir, est-ce qu'il y aurait des œuvres plus politiques, d'autres moins, certaines qui ne le seraient pas. Mais avant, peut-être, pour toi, Manon, cette œuvre-là, tu la considères comment? Et Pierre, lui, peux-tu nous dire aussi comment il la considérait? Ben, je pense que Pierre, il disait qu'il n'aimait pas ça regarder ses vieux films. Il dit, je voyais juste les défauts, comme c'est donc bien mal tourné, ça sonne donc bien mal, c'est donc tout croche. Mais c'est drôle là, de le voir sur grand écran. Moi, je trouve ça spécial d'entendre sa voix de jeune gars, que moi je ne l'ai pas connu dans ce temps-là. Toi, oui? Oui, on est à peu près à 6000 paquets de cigarettes avant sa voix. Oui. Ah, c'est déjà, c'est ça, c'est déjà tout Pierre. Il est déjà là. D'ailleurs, j'imagine que tout le monde ici, vous avez vu ou vous connaissez Le Temps des bouffons. C'est comme à peu près le même film, mais mieux fait, plus articulé. Le même propos, ça commence avec un rituel et ça décrit une situation. Alors, je pense que Pierre était sûrement plus fier du Temps des bouffons. Là. Il maîtrisait mieux, mais il est tout là. Je trouve que je me disais, après ça, venir en avant parler, on fait un show plat comparé à ce qu'on a vu, là. Voici d'être intéressant. Mais c'est déjà très intéressant ce que vous dites tous les trois. Tu mentionnes Le Temps des bouffons. Dans le genre de procédé semblable qu'on retrouve dans les deux films, c'est en effet là, de prendre des images
d'ailleurs, donc des images volées entre guillemets à Jean Rouge dans le temps des bouffons, ici le rituel en Martinique, alors qu'on va s'intéresser quand même à quelque chose de très local par la suite dans les deux cas, c'est-à-dire la lutte au forum, qui à l'époque avait d'ailleurs ce caractère très très local que Pierre appréciait, parce qu'aujourd'hui la lutte, pour ce que c'est devenu avec les WWF, je connais pas trop les fédérations aujourd'hui, mais c'est devenu très américain, très hollywoodien. À l'époque, il faut comprendre que c'est pas ça du tout. Et puis pour ce qui est du temps des bouffons, ben, on se retrouve à Montréal, au Beaver Club, avec dans les médias, on a beaucoup taxé négativement Falardeau d'être un nationaliste replié sur lui, etc., tous les griefs qu'on peut avoir contre les indépendantistes. Pierre s'est battu contre ça toute sa vie à dire non, nous sommes internationalistes, je suis internationaliste. Et donc ça, c'est pas apparu, c'est apparu très tôt chez lui. Donc Manon, ça faisait partie de ses préoccupations, d'ouvrir, disons, parce que dans ses autres films aussi, on peut voir, je sais pas, dans 15 février, par exemple, une citation de Che Guevara. Pourquoi une citation de Che Guevara? Sûrement dans cette perspective-là aussi. Donc, je sais pas si tu peux nous en parler. Pour Pierre, c'était quelque chose d'important. Je sais pas comment parler de ça. Bernard, toi, quand tu regardes les films de Falardeau, est-ce que c'est quelque chose que tu notes, cette préoccupation de, oui, parler du Québec, de notre réel, de notre réalité, mais avec une perspective tout le temps? Il a toujours dit qu'au Québec, on devait accueillir tous ceux qui étaient prêts à s'associer à notre combat. C'est quelque chose qu'il répétait. Puis il faut dire aussi que, bon, sa formation d'anthropologue parle. Il a passé des années, avec le mémoire de maîtrise, probablement 5 ans dans ce département-là, à travailler autour des autres cultures. Tu t'es intéressé à Elvis Gratton, qui est un portrait de colonisé, je dirais profondément colonisé. Et pour toi, ben, cette grille-là de certains penseurs de la décolonisation à l'international, comme Mimi, comme Fanon, comme d'autres, ça s'applique au travail de Pierre Falardeau? Je vais peut-être répondre à 2 questions en même temps. C'est-à-dire, j'avais envie de rajouter à ce que M. Aymon a dit, qu'en même temps, quand Falardeau convoquait des travaux au sujet d'autres sociétés, de la condition nationale d'autres sociétés, mais finalement, il faisait ce que... il reflétait finalement l'état d'esprit du Québec aussi, parce que c'est comme ça que le Québec a tenté d'interpréter sa propre condition nationale en lisant ces penseurs-là. Donc, parce que Falardeau était un intellectuel profondément enraciné dans sa société, c'est un homme de son temps, dans les années 60, il a lu Fanon et Mimi. C'est comme plusieurs autres nationalistes de l'époque, donc ça témoigne aussi le fait qu'il soit allé convoquer des penseurs d'ailleurs, justement, pour tenter d'expliquer ce qui se passait au Québec, qui n'est pas facile à décrire, parce que, justement, on n'est pas, au Québec, on vit pas on n'a pas les mêmes conditions de vie que des peuples du tiers-monde, par exemple. Donc, l'oppression, la domination, l'aliénation au Québec est beaucoup plus masquée, beaucoup plus subtile. Oui, Elvis Gratton est une caricature d'un Québécois colonisé qui essaye de s'intégrer à l'autre culture. Le jupon va dépasser tout à fait. Il va essayer de s'assimiler, mais il va maîtriser aucune des 2 langues. Quand on lit Portrait du colonisé d'Albert Mimi, c'est Gratton, point par point. Pierre, les films de Pierre, les textes de Pierre ont trouvé un écho véritable dans le peuple québécois, qui s'y retrouvait, qui reconnaissait sa condition. Alors bon, qu'il n'ait pas fait l'unanimité, c'était juste parfait pour lui. Mais il fallait voir, il fallait se promener sur la rue Mont-Royal ou ailleurs avec Pierre. Il fallait pas y aller. Fallait pas y aller. Il fallait avoir du temps. On était constamment arrêtés par des gens qui le félicitaient, qui lui serraient la main, qui lui disaient merci M. Falardeau. Et ça, il a touché quelque chose de profond dans notre peuple. Là, je pense qu'il y aurait bien des choses à dire sur les nouveaux colonisés. Il n'était pas tendre envers la gauche, ce qu'il appelait la gauche à l'époque. Je pense qu'il ne serait pas tendre à l'égard de ses descendants contemporains. Mais ça ne l'arrêtait pas. De toute façon, la lutte de libération nationale, la nation québécoise ont toujours eu des ennemis puissants, organisés, et qui, sous le couvert de la tolérance,
ont fait avancer leur propre intolérance. Ce serait peut-être une erreur, en effet, de faire cette dichotomie-là. J'aurais voulu demander à Manon, pour Pierre, ces films étaient-ils tous politiques? Tu as travaillé avec lui directement là, sur le steak. Oui, c'est d'abord un documentaire sur Gaëtan Hart, un documentaire sur la boxe, mais est-ce que pour Pierre, il y avait aussi un aspect politique à un travail comme celui-là? C'est sûr, tous ces films étaient politiques. Puis un film sur la boxe, il s'intéresse à quelqu'un d'une classe ouvrière, un pauvre qui décide, pour s'en sortir, de se battre. C'était politique. Oui, si on regarde toute son œuvre, il ne faisait parler que d'une seule chose, la libération de son peuple et des peuples en entier. Oui, puis quand Julien Poulain s'est retrouvé au parc Jacques-Cartier, de l'autre côté de la rivière des Outaouais, à Hull, et il signait des autographes sur des petits drapeaux du Canada. Alors, tout est là, c'est-à-dire qu'il y avait des fédéralistes qui aiment le Canada et qui demandaient une autographe de Julien Poulain, de Bob Gratton, plutôt. Donc, je pense que cet exemple-là illustre très bien le malentendu qu'il y a pu y avoir. Mais effectivement, moi, c'est-à-dire que je soutiens l'hypothèse que Falardeau a peut-être tellement bien compris comment ça fonctionne un mythe dans la société québécoise qu'il a réussi à en créer un, finalement. Je rappelle bien que Pierre avait une volonté de film en film de rendre sa critique, sa caricature toujours de plus en plus claire, que les gens le comprennent. Donc, du premier long-métrage Gratton, qui est un collage de 3 courts-métrages, au deuxième, au troisième, qui est quand même une charge assez virulente contre les médias, le monde du spectacle, la convergence, etc. Oh, tiens, je vais me permettre de dire que nous travaillons à publier le scénario de ce 3e Élvis Gratton, le seul scénario de film de Pierre qui n'existe pas encore en livre. Ça devrait sortir prochainement aux éditions du Québécois. Donc, de film en film, Pierre voulait rendre ça encore plus clair. Semble-t-il que ça n'a pas fonctionné. Puis ça, je peux le constater aussi, des fois, en parlant à des gens qui ne voient que l'aspect comique et trouvent le personnage sympathique pour cette raison-là. Donc, est-ce que ça vient pas souligner d'une manière un peu ironique à quel point nous serions colonisés de ne pas comprendre la critique qu'il y a dans ces films-là? Non, moi j'ai vu le King des Kings il y a 3 jours. J'ai trouvé ça, la salle ici, là, on a trouvé ça très drôle. Bien sûr. Et les Québécois, c'est pas des imbéciles aussi, là. C'est pas du tout. On est capable de comprendre l'humour. Et le Wong est extraordinaire, le 3e est extraordinaire dans la critique des médias. Ben, c'est ce qui m'étonne que c'est ce qui m'étonne à moitié, je veux dire. C'est ce qui m'étonne que la critique n'ait pas vu tout ce message politique dans le 3e Gratton, qui est peut-être celui qui est le plus fort du point de vue politique, avec le message le plus subversif, mais on en est resté à une critique des blagues un peu scatologiques, et puis de cette métaphore de la merde, en effet, qu'on retrouve dans le film. Sur la réception critique des Grattons, Céline, comment tu l'analyses, cette réception-là, qui a été très négative, de la part de gens, je le répète, qui, selon moi, ont les clés pour comprendre, mais ne veulent peut-être pas faire comprendre ces films-là tant que ça au public? En tout cas, c'est mon hypothèse. Peut-être dans certains cas, mais juste pour renchérir au sujet de ce que monsieur vient de dire, je pense que c'est certain qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent les Grattons, là. On s'entend, c'est juste que c'est quand même assez particulier comme phénomène qui puisse être lu à l'envers à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des souverainistes, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qui pensent que Julien Poulain est devenu fédéraliste. Il me semble que c'est un film, il y a deux bons bouts dans ce film-là. On l'a écouté, puis effectivement, il y a 2 bonnes séquences, puis tout le reste, on s'est endormi. Mais dans Gratton, il y a aussi des séquences fantastiques qu'on retient ou qui marchent, comme la fameuse séquence de l'auto-parlante, la première, là, qui est réussie, mais à côté, il y a d'autres affaires qui marchent moins bien. Manifestement, les films de Pierre n'ont pas changé le monde, mais ils ont participé à quelque chose qui tentait de le changer. Ça fait des semaines qu'on entend parler de Falardeau partout dans les médias. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que peut-être que chacun de ces films, etc.,
est-ce qu'un des films de Falardeau va être vu comme étant le chef-d'œuvre du cinéma québécois? Je ne sais pas. Mais il y avait quand même quelque chose de tout à fait singulier. Et c'est comme s'il nous donnait une caution ou un petit coup de pouce pour dire, ben oui, on a le droit de parler de la nation de façon décomplexée. On a le droit de le faire et on peut le faire, que ce soit dans nos œuvres ou sur la place publique, etc. Je pense que dans Le Temps des bouffons, on voit un condensé, effectivement, du portrait du colonisé. Comment ça fonctionne, c'est-à-dire que quelle place occupent les Canadiens français dans ce rituel-là au Beaver Club où on célèbre quand même la conquête, là, c'est-à-dire, c'est pas rien. C'est-à-dire là, Marc Lalonde, Roger Deslandry de la presse. Le bilinguisme colonial est là mur à mur. Tout est là, ben oui. Oui, le bilinguisme colonial est là, c'est-à-dire qu'il parle en bilingue, français suivi de English will follow, et voilà. Si on écoute Le Temps des bouffons, on peut avoir un bon aperçu de ce que c'est que la dynamique colonisateur-colonisé et les rois nègres, tantôt j'en parlais avec Gratton, qui est une caricature d'un roi nègre finalement, ben c'est ça. Je pense qu'elle est là pour rester. Donc, je vous invite tout le monde à la perpétuer, cette mémoire-là de l'œuvre de Pierre, continuer son combat pour faire le lien avec le document que nous avons vu, le film qui est lancé ce soir, que je vous invite à vous procurer, bien entendu. En remerciant chaleureusement... Ah, peut-être Céline, oui, un petit mot? Oui. Il a fait naître toute une génération d'indépendantistes très, très combatifs, puis il suffirait peut-être justement qu'on s'organise pour reprendre davantage l'offensive, ce qui lui plairait beaucoup là où il est. Puis je pense que c'est peut-être un peu ça qu'on doit se dire, perpétuer l'œuvre de Falardeau, retrouver son audace qu'il nous a léguée, que je reconnais chez plein de monde, chez plein de jeunes. Puis je pense que c'est comme ça que le cinéma québécois va rayonner, mais qu'aussi notre pays sera libéré, puis qu'on fera finalement l'indépendance du Québec que Falardeau voulait tant. Pas mal à